On présente souvent le voile comme la meilleure manière pour ces jeunes filles de dire leur colère contre une France qui ne les intègre pas. Ce serait pour elles une manière positive de se distinguer dans une société qui les distingue de façon négative en leur collant l'étiquette d'émigrées, même si elles sont pour beaucoup françaises depuis 2 générations. Cette étiquette que les Maghrébins s'appliquent à eux-mêmes comme s'ils n'arrivaient pas à s'en détacher. Ils sont comme hantés par les migrations elles-mêmes dont l'histoire est introuvable, car elle s'est inscrite en marge de l'histoire française officielle. Maintenues dans une situation précaire, dans une arrivée éternelle, ces jeunes Françaises de pères français d'origine algérienne ou marocaine ressentent un besoin constant d'identification. C'est pourquoi la notion d'identité culturelle les touche à ce point et qu'elles réclament d'être reconnues comme françaises musulmanes, avec le voile comme signe de reconnaissance. Par cette revendication identitaire, elles refusent, puisque cela est impossible de se fondre dans la société française. Avec le voile, elles gardent leur identité d'émigrées. Cependant, et contrairement aux garçons qui sont pour beaucoup dans une révolte totale, les jeunes filles issues de l'immigration maghrébine s'emparent de tout ce que leur offre la société française. Instruction, travail, ascension sociale, mais par la pirouette du voile affichent leurs différences. Comme le footballeur français Zidane, qui à la fin d'une carrière exemplaire d'émigré intégré par son coup de boule, rappelle qui il est. C'est en affirmant leur refus d'être assimilées que ces femmes voilées acquièrent une place et une visibilité dans la société. Et c'est en ce sens qu'elles l'arborent fièrement dans les piscines, les universités, les bureaux, l'utilisant comme un passe-droit. Il les fait même accéder où on ne les voyait jamais auparavant. Les plateaux de télévision. Une notoriété chimérique qui est le plus souvent le résultat d'une instrumentalisation. On a pu le vérifier encore dans la guerre des images qui a accompagné le drame de Gaza de décembre 2008, où la population musulmane de France était devenue subitement si importante qu'il fallait une femme voilée sur les plateaux. On a pu voir et entendre à une émission de grande écoute que le voile pouvait être aussi le passeport de la bêtise. Qu'importe ce qu'on dit, cette jeune femme voilée. Elle avait rempli son office par sa présence et son uniforme musulman. Tant pis pour les Palestiniens chrétiens. Ils n'étaient pas représentés. Les travestissements du sens. La question du voile n'a cessé de se poser et de se reposer au long de notre histoire. Nous en avons acquis une longue et riche expérience, pleine de pièges et de chausses-trappes, qui nous a rendus à juste titre suspicieuses. Le voile, en effet, a été constamment utilisé, instrumentalisé dans l'espace public et politique. Et il a chaque fois été le véhicule puissant de messages déterminants. Les femmes elles-mêmes en ont fait à certaines occasions un moyen d'expression. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, lors de la destitution de Salah Bey par les Dey d'Alger. Quand Salah Bey apprend la nouvelle de sa chute, le 8 août 1792, il s'y oppose et entraîne avec lui les habitants de la ville dans une insurrection qui se termine dans le sang. Le rebelle a été arrêté et étranglé le 1er septembre 1792. Depuis ce jour,
toutes les femmes de la ville et toutes celles de l'est du pays recouvrent entièrement leur corps d'un voile noir pesant. La mleia, aux plis lourds et austères, abandonnant le voile blanc, le haïk de soie et de laine légère que l'on portait dans les autres villes d'Algérie.